what you got. Because the owners of this country don't want that. I'm talking about the real owners now. The big, the wealthy, the real owners, the big wealthy business interests that control things and make all the important decisions. Forget the politicians. They're irrelevant. The politicians are put there to give you the idea that you have freedom of choice. You don't. You have no choice. You have owners. They own you. They own everything. They own all the important land. They own and control the corporations. They've long since bought and paid for the Senate, the Congress, the state houses, the city halls. They got the judges in their back pockets, and they own all the big all the big media companies. So they control just about all of the news and information you get to hear. They got you by the balls. They spend billions of dollars every year lobbying. C'est le cas. Là, on est tout en haut les mecs. Au-dessus c'est le soleil. Hollande démission, Hollande démission, Hollande démission, Hollande démission, Hollande démission, Hollande démission, Hollande démission. Vous attendez de François Hollande? Oh, qu'il fasse comme le pape. François, la ceinture qui se glisse dans ton cul. C'est maintenant, et c'est dans ton cul. Elles sont où les promesses? Hein? Allez, elles sont où? François, la ceinture qui se glisse dans ton cul. D'autres, en revanche, suivent des tendances politiques dangereuses. C'est le cas du site de l'association Égalité et Réconciliation, dirigée par Alain Soral. Qui est cet homme? Nous devons nous rendre dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et l'appeler une fois sur place pour connaître l'adresse exacte. Le siège de l'association se trouve dans la cour de cet immeuble. Moi, je ne suis pas Charlie. Voilà. C'est par ces mots que nous accueille Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Voici sa théorie. Il y a derrière cet attentat la main de ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire des services secrets, à mon avis, israéliens, français et sans doute américains. Alain Soral est qualifié de national-socialiste, même si lui-même se défend d'être un nazi. En France, il a plusieurs procès sur les bras. Il fait enregistrer l'interview par son équipe pour montrer à ses lecteurs que nous allons manipuler ses propos. Et il n'arrête pas de nous insulter. Moi, je vis en crachant à la gueule des gens comme vous compreniez. C'est ma clientèle, c'est de dire qu'aujourd'hui, un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. Donc vous n'êtes pas chômeuse. Moi, je suis sorti du journalisme officiel, j'ai été journaliste pendant 20 ans. C'était mon métier pour gagner ma vie. Parce que votre connerie des 4 minutes, j'en ai rien à branler. Alors pourquoi nous accorde-t-il cette interview ? Je refuse pratiquement tout, mais Arte, il y a un petit côté prestige. Des insultes, encore des insultes. Voilà comment fonctionne le conspirationnisme. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Bonjour. C'est vous qui faites l'interview? Oui, c'est moi. D'accord, enchanté. Alors nous, je vous préviens, on filme tout, toujours. Parce que comme je n'ai aucune confiance dans les médias, et qu'ils gardent toujours que ce qu'ils veulent, on filme toujours tout ce qui est filmé. Ah oui. Comme ça, nous, après, on peut avoir la version intégrale. Oui, c'est pas un problème pour moi. Très bien. Vous saviez que toujours on fait le montage alors. Oui, je sais bien, c'est pas j'ai mais comme souvent, ça correspond de très loin à ce que j'ai essayé de dire, souvent. C'est pour ça que moi je contrefilme, parce que j'aime bien avoir l'intégralité de l'échange. Comme ça, quand c'est diffusé, si je trouve que ça le mérite, je diffuse l'intégralité. Parce que c'est souvent dans l'intégralité de la discussion qu'il y a un peu de contenu sérieux. Sinon, après, c'est
je ne veux pas vous faire injure, mais je ne pense pas qu'Arte soit là pour aider la diffusion de théorie du complot. Non. Déjà non. Donc vous gardez 4 minutes de l'échange. Hein, c'est ça? Et vous filmez plus de 4 minutes, je suppose? Non, pour tout le reportage, c'est 4 minutes. Alors on ne va pas seulement vous l'interviewer. C'est ça. de l'autre côté. Nous avons aussi le problème de temps. D'accord. Non, mais moi, de toute façon, voilà, j'ai pas le contrôle. Qu'est-ce que j'ai là, l'écran? Si vous voulez qu'on ferme plus le rideau, si vous voulez... Non, le rideau, je vais le fermer. Ça, c'est... Vous l'avez dans le champ, ça? Ceci dit, c'est pas bien, ça. Et moi, j'ai un petit verre, j'ai mon portable. Voilà, Juste ça. un petit truc... Le Il y a un plateau bruit, de là? fruits, Il y a un bruit? Ouais, c'est le chauffe-eau, mais... Le Le chauffe-eau? plateau de fruits. Non. Ah, Ah, vous voulez où, là? Oui, parce que ça fait des Non, fruits sur la... je suis pas sûr que c'est une bonne idée. J'ai un On a un reflet sur le sur la vitre. Ah, tu vois. d'accord. La table Vous voulez un ananas, plutôt, non? Avec de l'ananas, tiens, c'est plus drôle. Ah, c'est bien l'ananas. Ouais, C'est l'ananas, parce que c'est un symbole de la résistance. Avant que ceci doit bientôt être interdit. Pourquoi l'ananas? Je vais donner. Je suis ananas. C'est un fruit pratiquement interdit. Maintenant, vous avez des problèmes avec la police quand vous achetez des ananas. Ils vous fouillent. Vous ne vivez pas en France, vous, hein? Non. Ah, On l'a un peu fait. Non, je plaisante pas tant que ça. Hein. mais quand tu veux, ça tourne. Monsieur Sora, vous étiez en train de me dire quelle est l'importance de votre site sur Internet. Oui, c'est la raison pour laquelle vous êtes là, j'espère. C'est que Égalité et Réconciliation est une association qui a un site de ce qu'on appelle de réinformation, qui est le premier site de réinformation de France, avec celui de Dieudonné maintenant, que n'est le plus. On est autour de la 230e place, tous sites confondus en France. Réinformation. Réinformation, ça veut dire que on a constaté, moi je suis ancien journaliste professionnel, détenteur de la carte de presse pendant des années, et on a constaté un effondrement de la qualité de l'information qu'on peut qualifier d'officielle, et on s'est senti l'obligation citoyenne de fournir des informations qui nous semblent plus conformes à la réalité, tellement le niveau d'information de la presse, non seulement télévisée mais papier, s'est effondré, et notamment s'est effondré les médias de référence, qui étaient par exemple avant Le Monde, Libération, qui sont devenus vraiment des outils de propagande brutaux et grossiers. Et pourquoi vous nous donnez un interview? Ah non? Parce que de temps en temps, il faut que... Je refuse pratiquement tout, hein, mais Arte, il y a un petit côté prestige, et puis comme je vous l'ai dit, je le dis là, nous on contrefilme tout pour faire des archives, et parfois pour montrer, parce que c'est très pédagogique, on montre la différence entre l'interview réelle et le montage qui en a été fait. J'ai fait ça une fois avec BFM TV, et ça a été dramatique pour eux, parce qu'il y avait un tel écart entre ce que j'avais dit dans l'interview et le montage qu'ils en avaient fait, que ça disait pratiquement le contraire, vous voyez. Et ça, c'est le genre de choses très intéressantes pour comment dirais-je, l'information du citoyen, parce que le citoyen, malheureusement, ne comprend pas toutes ces finesses et cette perversité des médias, notamment qu'on peut tout faire au montage. Et quelle est votre lecture de l'attentat à Charlie Hebdo? Je dirais que l'attentat à Charlie Hebdo est arrivé à point nommé pour faire passer en France un message et des mesures, vous voyez. Ça correspond, c'est pour moi ça correspond à la menace de Netanyahou, qui avait dit que si la France reconnaissait l'existence de l'État palestinien, nous aurions du terrorisme en France, ce qui est aberrant, puisque vraiment ça devrait être le contraire. Si nous avons une population musulmane qui se sent solidaire de la cause palestinienne et qui ressent ou qui suppose que le CRIF, c'est-à-dire la communauté juive organisée et le sionisme a un très haut et un trop haut pouvoir sur la France, reconnaître l'existence de l'État palestinien devait calmer ces populations. Or, Netanyahou a dit, si vous reconnaissez l'existence de l'État palestinien, vous aurez aussi du terrorisme en France, ce qu'on peut qualifier de menace. Alors l'attentat de Charlie Hebdo correspond en fait à la concrétisation de cette menace, vous voyez. Et ça se situe très très longtemps après l'affaire des caricatures de Mahomet, et ça a permis, comme l'affaire Mera, de faire des attentats en deux temps. Vous avez vu, il y a d'abord une atteinte à quelque chose de très français, qui était les militaires dans un premier temps, dans l'affaire Mera, puis une école israélienne en France, au Zaratora, et c'est le même schéma, je dirais stratégique, dans l'affaire Charlie Hebdo. Il y a d'abord une atteinte à la France voltairienne à travers un magazine, on va dire, libertaire, et après l'attaque de l'épicerie cachère, ce qui fait qu'on associe systématiquement attaque de la France
à attaque de la minorité juive. Vous voyez, comme si c'était la même chose. S'attaquer à la France, c'est s'attaquer aux juifs et réciproquement. C'est d'ailleurs le message. Et ça, je dirais, cui bono, à qui profite le crime, ça c'est trop beau pour qu'il n'y ait pas quelque part la main de ce qu'on appelle l'état profond, si vous connaissez cette expression, c'est-à-dire qu'on ne peut pas nier que ces attentats et ces actions aient eu lieu, mais par contre on peut réaliser en étudiant tout ça, que ces personnes étaient connues des services de police, avaient été approchées, avaient des profils qui sont pratiquement toujours les mêmes, hein, Mera, Kouachi, etc., et qu'il est très possible qu'on ait laissé faire, qu'on ait aidé, dans un but, effectivement, de créer un climat en France dont le but ultime, je le dis, ce n'est pas de lutter contre l'islamisme et le djihadisme, c'est de s'en prendre aux gens comme moi, c'est-à-dire qui défendraient la théorie du complot. Vous saviez, je vous ai dit que je n'ai pas beaucoup de temps. Alors vous avez parlé tellement beaucoup que je n'ai pas le temps pour faire mon reportage. Alors, si vous voulez, je vous donne encore une fois la possibilité de me dire deux, trois mots. Quelle est votre théorie sur l'attentat de Charlie Hebdo? Mais court, s'il vous plaît. Ma théorie, c'est qu'il y a derrière cet attentat la main de ce qu'on appelle l'état profond, c'est-à-dire des services secrets, à mon avis, israéliens, français et sans doute américains. Voilà. Et que ces attentats ont été aidés et instrumentalisés. Voilà une théorie du complot. Oui, mais la théorie du complot, c'est celle, par exemple, qui dit que Lee Harvey Oswald n'a sans doute pas été l'assassin ou le seul assassin de Kennedy. Qui contesterait aujourd'hui que la théorie du complot est plus réaliste et plus sérieuse que la théorie officielle? Votre théorie, vous croyez à ça vraiment? Bien sûr que je crois à ça. Et tous les analystes sérieux, les anciens diplomates, les anciens hommes politiques à la retraite qui peuvent se permettre de parler librement, le disent aussi, en Russie, en Allemagne, au Japon, en France, en Angleterre, aux États-Unis. La dernière question, si vous n'avez pas l'Internet comme moyen pour éditer votre théorie du complot, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous feriez, excusez-moi. Cette question, justement, c'est tout le but de ce qui se passe en ce moment, c'est de nous couper Internet au nom de la lutte, non pas contre le djihadisme, mais contre le complot, hein, en prétendant qu'il faut d'abord être complotiste pour accéder au djihadisme, ce qui est très pervers. Et effectivement, le but de tout ça, c'est de nous couper Internet pour que nous ne puissions plus réinformer les gens. Et aujourd'hui, dire qu'on est adepte de la théorie du complot, ça veut dire qu'on ne croit plus à la version officielle. Donc c'est obliger les gens sous peine de persécution d'adhérer à la théorie officielle des médias de masse officiels, c'est-à-dire de se soumettre intégralement au pouvoir. Voilà, c'est ça. De ma connaissance, il n'y a pas la possibilité de couper l'Internet dans une démocratie. Ben vous verrez qu'ils sont en train de mettre en place en France quelque chose qui ressemble au Patriot Act américain et qui, par décret administratif, peut faire fermer des sites Internet s'ils sont pédophiles, révisionnistes et complotistes, vous voyez, et ils sont en train de travailler, et ça ne se passe pas par les tribunaux, ça passe par une mesure administrative. Si vous allez sur le site Égalité et Réconciliation, vous verrez qu'il y a un long article que nous allons publier dans quelques jours, qui démontre que c'est ça le but. Voilà. Pour nous, seulement pour nous, je ne veux pas mettre ça dans l'air, mais seulement pour savoir comment vous voyez l'Arte. Au début, vous avez parlé sur ça, et j'aimerais bien amener avec moi son avis, votre avis sur Arte. C'est une chaîne franco-allemande qui est là pour rapprocher, je dirais, dans l'idée européenne qu'aujourd'hui l'Europe c'est la France et l'Allemagne comme une seule entité. Ça s'adresse aux élites, et ce que j'ai constaté moi, c'est qu'aucun journaliste ne peut aller au-delà de la décision de ses supérieurs, et qu'il est évident que Arte ne va pas m'aider à ce que les gens pensent en regardant Arte que c'est moi qui ai raison et que ma théorie alternative est plus sérieuse que la théorie officielle. Donc je sais que quoi que vous vouliez vous en tant qu'individu, le pouvoir qui est au-dessus de vous, puisque le journalisme est hiérarchisé verticalement, il n'y a pas de démocratie du journalisme, c'est que de toute façon le montage final me sera défavorable. Voilà. Merci à vous. Je vous en prie. Alors juste une chose, est-ce que tu veux bien reposer la première question que tu as posée? Parce que j'ai un petit problème d'image. Okay. Je voudrais le faire plus serré, et voilà. J'aimerais bien aussi montrer que les messieurs sont en train de filmer. D'accord. Oui. C'est comme dans Profession Reporter dans c'est ça. Vos questions sont bien plus révélatrices sur vous-même. Mes réponses le seraient sur moi.
Je les pose avec la plus grande sincérité. Maintenant, nous pouvons faire cette interview. C'est un très bon film là-dessus. Alors, Quand on retourne la caméra, c'est la panique. Qu'est-ce que je vous avais posé de questions comme la première? C'était sur quelle est l'importance de votre site. Non, c'était pas ça. C'était La toute première, c'était ça. C'était la première. Ah oui, c'était la toute première, c'était ça. Vous disiez que votre site internet, c'était ça. Ouais. Ah, d'accord. Bon, ok. Allez. On repose la question. Tu relances, c'est bon? Oui. Quelle est l'importance de votre site? Notre site, qui est un site de réinformation sur Internet, est classé 230e, je crois. C'est-à-dire qu'il a une très très grande audience. Nous avons 300 000 visiteurs uniques par jour. Donc c'est-à-dire que nous sommes au-dessus aujourd'hui de journaux papier comme Le Monde ou Libération, qui sont ce qu'on appelle les journaux de référence. Et donc nous produisons une contre-information qui est assez massivement suivie. Donc nous agaçons de ce point de vue-là le pouvoir, qui effectivement, dont la force est essentiellement la manipulation de l'information. Contre-information, c'était la réinformation, contre-information. Contre-information. Mais ça, tu l'es. Oui, après, c'était seulement la première. C'était la première question. Okay. Voilà. Merci. Bon. Alors j'étais si court que je peux. C'est pour ça que nous, on a nos petites... Je vais faire un petit plan, un contre-plan. L'intégrale est toujours plus intéressante. Vous savez déjà au début que je ne peux pas mettre tout ça qu'on n'a pas. Oui, mais moi je m'en fous. Moi je m'en fous. Vous me demandez une interview, je peux dire oui ou non. Ouais. Ça, en fait, vous, là, vous gagnez votre vie en faisant ça. Moi, j'en ai rien à foutre. À la limite, je pourrais dire, vous me faites perdre mon temps. Moi, je vis en crachant la gueule des gens comme vous. Vous compreniez, c'est ma clientèle, c'est de dire qu'aujourd'hui, un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. Donc vous n'êtes pas chômeuse. Moi, je suis sorti du journalisme officiel, j'ai été journaliste pendant 20 ans. C'était mon métier pour gagner ma vie. Je travaillais avec Thierry Ardisson, j'ai travaillé dans tous les médias à peu près. Donc, sauf si à un moment donné, off the record, vous me dites que vous êtes d'accord avec moi, que vous avez besoin de manger, c'est possible, parfois j'entends ce genre de choses. Je pars du principe que si vous êtes là, vous êtes en mission contre moi. Voilà, c'est ça dont je pars en mission. Et de toute façon, il y a une division du travail, exactement comme dans tous les régimes totalitaires, c'est-à-dire que vous n'assumerez jamais la totalité de la faute. Vous filmez, il y a quelqu'un qui monte, il y a quelqu'un qui diffuse. Donc quoi qu'il arrive, je ne pourrai jamais vous dire, vous m'avez menti, manqué de respect, etc. Et ce que je vous dis là, je l'ai vécu depuis 2004 systématiquement. Chaque fois que j'ai été, comment dirais-je, naïf, ou où j'ai respecté le journaliste en face en parlant, etc., je me suis fait massacrer, ça a eu des conséquences graves sur moi, des agressions, etc. Et ça m'a mis ma vie en danger, voilà, parce qu'ils mettent des voix off, ils coupent, ils m'associent à d'autres gens. Et l'idée, c'est effectivement de créer autour de moi un climat qui me fait perdre mon travail. C'est pour ça que si j'ai créé tout ce que j'ai créé, c'est parce que je ne peux plus travailler. Je suis sur des listes noires. Vous voyez, là, on n'est pas dans le macartisme, on est en France. Il y a des listes noires dans le journalisme, il y a des listes noires dans le cinéma, etc. etc. Et donc, voilà, je me doute bien que si vous venez me voir, c'est pas pour comment dirais-je, parce que vous voulez avoir une rédemption et d'un seul coup sauver votre âme par rapport à l'idée que vous faisiez du journalisme quand vous aviez 25 ans et que vous étiez d'extrême gauche ou Grunen. Vous voyez, je sais très bien que vous êtes là, dans un dispositif pour me faire passer pour le méchant, le fou, etc. etc. parce que je ne suis pas plus bête que vous. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça que compte tenu de ça, je vous dis ce que je vous dis en ce moment, que vous n'allez pas garder, mais parce que moi je vais le garder. Vous voyez, parce que je suis tout sauf bête et que moi je fais du journalisme comme vous et je fais du média comme vous. Égalité, réconciliation. Qui d'ailleurs parfois fait plus d'audience qu'Arte. Mais ça, ce que vous me dites, il n'y a pas rien de réconciliation. Si, mais moi je me réconcilie avec les gens contre lesquels le pouvoir essaye de nous monter. C'est-à-dire que moi je lutte en France contre la guerre civile. Aujourd'hui, vous voyez que les mêmes qui nous ont dit que l'immigration était une chance et que les jeunes de banlieue exprimaient leur liberté à travers le rap et le tag, aujourd'hui les mêmes, 15 ans, 10 ans après, nous disent que ce sont de dangereux djihadistes potentiels. Et qui c'est qui dit ça? Bernard-Henri Lévy, Finkielkraut, ce ne sont pas des catholiques de souche, vous voyez ce que je veux dire? Ce sont tous des militants sionistes extrémistes, vous voyez? Donc moi, la réconciliation, elle se fait entre Français de souche comme moi et Français d'origine immigrée. La réconciliation doit se faire pour des raisons utiles et stratégiques. Je ne vais pas me réconcilier avec Dominique Strauss-Kahn, ça n'a aucun sens. D'ailleurs, il n'en a rien à foutre, et puis c'est hors sujet. Par contre, empêcher en France, ou lutter contre le travail très pervers que fait Charlie Hebdo, qui consiste à faire que chaque Français qui souffre de la crise économique, par leur sale travail, pense qu'un jeune de banlieue, qu'on a éduqué dans la haine de la France et le mépris des Français et la voyoucratie systématique, par Jacques Lang, par la politique de la ville, etc., que le Français de base en colère
et déstabilisé n'ait pas envie de l'agresser. Et ça, c'est un travail utile, citoyen, et je veux dire authentiquement de gauche et antifasciste. C'est le travail que je fais. Vous voyez, ça s'appelle la réconciliation. Pour que toutes les choses sont claires, nous n'avons pas enregistré ce que vous êtes en train de me dire maintenant. Ouais, vous le enregistrez. Bah si, votre caméraman il travaille. Non, on fait des plein de coups. Ah oui, mais c'est pas grave. Non, mais moi je vous dis, Non seulement pour vous dire que l'interview n'était pas tellement long comme vous l'avez. Moi je dis, ce qui est intéressant, c'est que je discute avec des journalistes d'Arte qui est venu me voir, et moi ça m'intéresse de faire de l'archive, parce que de toute façon ce qui compte c'est ce qu'on fera de tout ça dans quelques années. Vous savez, moi ma force, pourquoi je suis suivi en France et soutenu, c'est parce que je produis des analyses. J'ai publié mon premier livre en 1984. J'ai publié 13 ou 14 livres. Ce qu'on ne dit jamais d'ailleurs. Je suis écrivain, j'ai une formation de sociologue, j'ai été cinéaste, j'ai fait beaucoup de choses, du journalisme, etc. Et il se trouve que les analyses que je produis sont souvent validées par les faits dans le temps. C'est pour ça que je suis crédible. Alors que ceux qui me contredisent se trompent systématiquement et mentent. Sur l'affaire libyenne, moi, dès le départ, j'ai dit que la Syrie, il ne fallait pas tomber dans le piège de la déstabilisation de la Syrie. La Libye, je suis très souvent bien positionné par rapport aux intérêts de la France et à ce que veut dire une démocratie, la défense des citoyens, que ce soit sur l'analyse économique, la crise financière, la crise sociale. Ma crédibilité, elle est là, vous voyez. Écoutez, monsieur, je n'ai pas le temps pour faire une biographie, vous savez ça. Alors, l'idée, c'était de mettre dans le travail de cette journaliste de voir qui est derrière d'une théorie de complot. Vous avez assumé que c'était une théorie de complot. Oui. Vous m'avez dit quelle est la théorie du complot, et je vous présente comme ça. Oui, très bien, très bien. De toute façon, tout le monde le sait, ça, je m'en parle. Oui, c'est ça. Alors, je veux seulement vous dire que je viens avec une autre idée. Ça, c'est l'idée. Ouais, mais moi, je verrai après ce que donne l'émission. Et puis, si vous voulez, à un moment donné, on se voit tous, et puis on regarde l'émission telle qu'elle est diffusée, puis on dit quel est son message profond, quel rôle je joue dans cette émission, et vous verrez que j'aurai le mauvais rôle. J'aurai le rôle du complotiste, c'est-à-dire du type qu'on présente comme un peu dingue, et qui croit qu'il y a un complot mondial, américano-sioniste, et qui en fait ceci, cela. Je sais exactement comment ça va être fait, parce que si, à un moment donné, le but du montage, c'est de dire, finalement, est-ce que ce jeune homme, il y a longtemps que je suis pas jeune, est-ce que ce monsieur n'aurait pas raison? Est-ce que finalement, tout ce qui se passe depuis quelques années ne lui donnerait pas raison? Comment on cache une crise économique dont sont responsables la finance de Wall Street derrière une crise ethnico-religieuse? Est-ce que finalement cette espèce de groupe qui s'appelle Daesh ne serait pas piloté en sous-main par les services américains, anglais et israéliens, comme le prouvent les captures que font l'armée régulière irakienne de certaines personnes qui les encadrent et qui sont des gradés israéliens? Ça, vous le trouvez dans le journalisme russe, mais vous ne le trouvez pas en France et en Europe, donc il y a un filtrage. Pourquoi ce genre d'informations ne sortent-elles pas dans les médias français, etc. Après, on peut discuter ce que c'est que l'AFP, ce que c'est que Reuters, etc., qui finance, qui contrôle, qu'est-ce que ça fait passer comme idéologie. Pourquoi on parle de théorie du complot? Parce que c'est une expression qu'on ne définit pas. Elle est là pour faire peur. Vous voyez, la première fois qu'il y a eu de la théorie du complot, c'est sur quoi? Pearl Harbor. Après, il y a eu l'affaire du Liberty. Le grand sursaut de la théorie du complot, c'est le 11 septembre, n'est-ce pas? C'est à partir du 11 septembre, où tous ceux qui ont contesté que Ben Laden, dans les montagnes de Tora Bora, n'avait pas les moyens d'organiser quelque chose d'aussi sophistiqué, et que selon la théorie de à qui profite le crime, le 11 septembre était sans doute quelque chose d'instrumentalisé, voire d'orchestré, par ceux-là même qui prétendaient lutter contre. Ça a permis le redéploiement de l'armée américaine et un néocolonialisme, etc., dans des pays stratégiques qui, quand on regarde, sont le contrôle de l'énergie et la charnière eurasiatique et correspondent à une lutte de long terme contre l'alliance russo-chinoise et est en fait une stratégie globale où l'Amérique essaye de lutter contre son déclin inéluctable en jouant systématiquement sur le militaire, parce que sur le plan économico-financier, ils sont des prédateurs et des destructeurs, etc. etc. J'ai sorti il y a 3 ans un livre qui s'appelle Comprendre l'Empire, qui vient de passer les 100 000 exemplaires en France, qui est traduit en coréen, en russe, en anglais, en portugais, vous voyez? C'est-à-dire, oui, monsieur, mais... Voilà. Je fais seulement 4 minutes. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Oui, ça c'est... Et je vous ai dit pourquoi je suis ici, oui, vous saviez bien. Moi je vous dis comment quand j'accepte de discuter avec vous, je fais ce que je suis en train de faire en ce moment, parce qu'en ce moment je suis en train de parler avec vous parce que je filme. Ouais. Et je vois comment réagit une journaliste d'Arte par rapport à comment dirais-je, un discours qui n'est pas justement tenu, parce que votre connerie des 4 minutes, j'en ai rien à branler d'une certaine manière. Quand on m'invite à la télé, on ne m'invite plus, et qu'on m'était avec 7 personnes, pour que je sois face à 7 personnes
C'est-à-dire que je ne peux rien dire parce que en fait, je n'ai qu'un septième du temps, alors que je représente la moitié en réalité dans l'alternative. Je sais très bien que c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie sociale, c'est fait pour que je ne puisse rien dire de suffisamment construit, de suffisamment sérieux. Mais à la fin, vous dites beaucoup. Oui. Je crois. Non, je dis beaucoup parce que j'ai créé mon propre média. Moi, je fais des vidéos des fois qui durent 4 heures, 3 heures, etc. Si on veut donner une explication crédible, cohérente et pas délirante de la réalité du monde telle qu'elle est, on ne peut pas le faire par des questions oui-non et des phrases courtes. Il faut comprendre le contexte géopolitique, historique, économique, social. Il faut aller rechercher des fois 20 ou 30 ans en arrière, le regroupement familial, la politique de la ville, la manière dont Mitterrand a détruit la gauche sociale et a inventé la gauche sociétale en se servant de Jack Lang, la montée du lobby homosexuel pour qu'aujourd'hui être de gauche soit résumé au droit de se faire enculer, ce qui est intéressant, puisque c'est ce qui arrive effectivement aux travailleurs, sur le plan symbolique. Et ça demande effectivement, ce que je fais en ce moment, c'est-à-dire un monologue assez long, et vous voyez, ça demande des livres, vous voyez, mais aujourd'hui, les gens qui consomment du média de masse, vous voyez très bien, si vous voulez, on s'amuse à regarder l'évolution du journal télévisé depuis 70 à aujourd'hui. Il n'a pratiquement plus de contenu de politique étrangère, ce n'est plus que des petits spots sur la consommation. La neige, pour savoir si on va au sport d'hiver, est-ce qu'on va pouvoir prendre des cafés en terrasse. Il y a des choses que vous dites que je suis complètement d'accord. Il y a des autres qui je ne suis pas d'accord. Mais pour parler sur ça, il n'y a pas un monologue, mais un dialogue. On doit faire un autre programme. Oui. Pas moi, je suis en train de faire mon programme. Ouais. Vous me dites, ça ne rentre pas dans le cadre de mon émission d'Arte. Je le sais très bien. C'est pour ça que là, j'ai ma caméra qui tourne. Parce que ça me permet, moi, le jour où on va diffuser le sujet, où j'aurai droit à mes 3 petites phrases, je crois au complot, c'est les services secrets israéliens, américains. D'ailleurs, vous pouvez mettre une voix off et même une musique, hein, j'ai l'habitude. Et la voix qui fait, et voilà, l'éternelle théorie du complot, blablabla. Moi, après, quand j'ai ça, on le met sur le site et on met la contre-interview. Et c'est très intéressant. C'est le professeur reporter d'Antonioni. Et là, ça devient du vrai journalisme, que vous ne pouvez plus faire depuis très longtemps. Ok. Voilà. Sinon, Jacques Rosier, vous aimez bien? Je vois que vous avez un coffret. Oui, bien sûr. Vous l'a offert. Oui, j'aime bien Jacques Rosier. Vous savez, moi, je viens de l'extrême gauche et j'ai continué à travailler, à réfléchir et à évoluer, à progresser. Mais je viens de l'extrême gauche de la fin des années 70, qui était très complotiste, hein, et qui avait raison de l'être, hein, sur la guerre du Vietnam, sur mai 68, sur l'infiltration des réseaux de gauche. Puis après, j'ai étudié l'Allemagne, j'ai étudié l'Italie, je corresponds, vous voyez, les années de plomb, Gladio, enfin, tout ce que je dis, c'est la réalité avec du recul. Je me suis intéressé aux travaux de Pasolini, à la mort de Pasolini, etc. Vous voyez, la théorie du complot. Pourquoi Pasolini vous a intéressé? Parce qu'il a été très vite sur les critiques de ce qu'on appelle l'alliance libérale-libertaire, c'est-à-dire le gauchisme stupide au service du capital. Il était très intéressé sur la manière dont, et ce qu'avait compris d'ailleurs Adinolfi, c'est-à-dire la manière dont on envoyait l'extrême gauche et l'extrême droite italienne face à face pour qu'elles s'annulent, pour que la social-démocratie italienne sous pilotage américain continue à fonctionner. Et il a dénoncé ça à partir du début des années 70, et il en est mort en 75, parce qu'au lieu de maintenir ces fausses catégories, fascisme, antifascisme, gauche-droite, qui n'ont plus de valeur, il les a dénoncées de la gauche comme d'autres ont dénoncé de la droite, et il en est mort, je veux dire, d'une façon ou d'une autre. Quoi. Donc c'est intéressant de lire les écrits corsaires de Pasolini. Non, j'ai pas le temps, parce que c'est un de mes cinéastes préférés. Là, il faut lire ses écrits politiques. Ah bah, moi j'ai un truc qui est intéressant, qui s'appelle Dialogue en public. Oui, vous l'avez lu. Écrit corsaire, Dialogue en public, etc. Donc ça j'aime, mais alors écrit corsaire, non? Moi je viens de la CGT, du Parti communiste, donc il ne faut pas me la faire. Je sais ce que ça a été que le démantèlement de la SFP et tout ça. À l'époque, le journal de la 3 était un journal qui, par rapport au pouvoir officiel de droite, on va dire, libéral, était un contre-journal. C'est-à-dire c'était très communiste. C'est-à-dire qu'ils ont démantelé la SFP pour que la CGT perde le contrôle technique de tout ça. Vous voyez, ça c'est une vraie analyse. Aujourd'hui, ils avaient 120 chaînes de télé ou 200, etc. D'abord, c'est pratiquement tout relayé des brèves de l'AFP et de Reuters. Tous les trucs que vous voyez, les médias électroniques, les médias papier, dès qu'ils sortent un sujet, un article, c'est pratiquement tout repris d'AFP. C'est-à-dire que des fois, vous avez 30 fois le même article. Donc il n'y a pas de diversité des points de vue, il y a juste une multiplicité des habillages. Je vous ai dit qu'il y a des choses que je suis d'accord avec vous. Mais je vous dis, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi, sinon vous allez perdre votre travail. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. Non, moi je suis mon propre employeur, la différence. Vous voyez, vous êtes une employée, vous êtes une salariée. Oui.
Donc vous êtes dans l'esclavage et la soumission. Donc vous n'avez pas le droit de penser quelque chose en réalité. Donc déjà, là c'est la fin de la conversation sur le plan sérieux. Vous n'avez pas l'autonomie économique pour penser quoi que ce soit de différent de l'idéologie dominante. Sinon vous perdrez votre travail, comme moi je l'ai perdu dès 2004. Je suis quelqu'un qui était comme vous, mais qui a choisi la liberté. À part que ça ne m'a pas mené à la misère, parce que j'ai monté une organisation alternative, c'est-à-dire un journal, un support, un site, avec des relais dans toutes les villes, etc., une économie, une maison d'édition. J'ai 35 employés, moi, 35, vous voyez, je paye, vous voyez, j'ai des locaux dans toute la France, etc. Et c'est pour ça que le pouvoir s'attaque à moi. C'est parce qu'en fait, je représente quelque chose qui les gêne. Alors, je ne dis pas que je suis la vérité incarnée, je ne suis pas religieux, je peux me tromper parfois, exagérer peut-être, parce que c'est un climat compliqué, il faut réagir, etc. Mais je pense que je fais du journalisme honnête, et que j'essaie de continuer à faire ce que je pensais qu'il fallait faire quand j'ai eu 20 ans et que je me suis engagé dans la vie publique. Puisque j'ai commencé très jeune, j'ai publié mon premier livre à 25 ans. Et j'ai croisé les Jean Gernalier, les Philippe Solers, la crème de l'intelligentsia française de l'époque. Voilà. Et je continue à faire un travail qui aujourd'hui m'oblige à être totalement marginal. Et c'est là-dessus que j'insiste, c'est qu'aujourd'hui, pour continuer à faire un travail de journalisme qui ressemble à ce qu'on pouvait faire en 1985, il faut pratiquement être dans la clandestinité. Ça, c'est une vraie question. C'est comme dans le... Regardez, on a des cadeaux pour vous, regardez. Des petits autocollants. Si vous voulez affirmer, votre différence, vous voyez. Je ne suis pas Charlie. Attendez, non, posez-le. Ça, vous voyez, c'est oser coller ça sur votre caméra déjà. Osez coller ça sur votre matériel. Vous êtes convoqué par la hiérarchie. Non mais montrez-nous ça. Je dis, osez simplement coller ça sur votre matériel pour rigoler, parce que on n'est pas obligé d'être Charlie. Hein. C'est quand même. Vous avez envie de défiler derrière Netanyahou, vous? Vous aviez envie de défiler derrière Netanyahou la dernière fois, parce que c'est ce qui s'est passé quand même. Hein. On a vu tous les chefs d'État de l'atlantisme qui ont du sang plein les mains faire croire qu'ils défilaient devant les gens. Vous avez vu qu'ils défilaient même pas avec les gens. Hein. C'était une manif séparée. C'était un montage et un mensonge des journalistes, dont d'ailleurs, j'ai pas vu qu'Arte ait montré la vraie photo. Et ça consistait à défiler derrière Netanyahou, le boucher de Gaza. Vous êtes fiers de ça? Voilà. Moi, je ne suis pas Charlie. Voilà. Merci. Ok. Voilà. Quart d'heure, Charlie. Quart d'heure, ça arrive, Bon, oui. allez, moi qu'est-ce que je fais? On amène toutes les choses au dehors, tu cherches la voiture. D'autres, en revanche, suivent des tendances politiques dangereuses. C'est le cas du site de l'association Égalité et Réconciliation, dirigé par Alain Soral. Qui est cet homme? Nous devons nous rendre dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés et l'appeler une fois sur place pour connaître l'adresse exacte. Le siège de l'association se trouve dans la cour de cet immeuble. Moi, je ne suis pas Charlie. Voilà. C'est par ces mots que nous accueille Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Voici sa théorie. Il y a derrière cet attentat la main de ce qu'on appelle l'État profond, c'est-à-dire des services secrets, à mon avis, israéliens, français et sans doute américains. Alain Soral est qualifié de national-socialiste, même si lui-même se défend d'être un nazi. En France, il a plusieurs procès sur les bras. Il fait enregistrer l'interview par son équipe pour montrer à ses lecteurs que nous allons manipuler ses propos. Et il n'arrête pas de nous insulter. Moi, je vis en crachant à la gueule des gens comme vous, vous compreniez, c'est ma clientèle, c'est de dire qu'aujourd'hui, un journaliste, c'est une pute ou un chômeur. Donc vous n'êtes pas chômeuse. Moi, je suis sorti du journalisme officiel, j'ai été journaliste pendant 20 ans. C'était mon métier pour gagner ma vie. Parce que votre connerie des 4 minutes, j'en ai rien à branler. Alors pourquoi nous accorde-t-il cette interview ? Je refuse pratiquement tout, hein, mais Arte, il y a un petit côté prestige. Des insultes, encore des insultes. Voilà comment fonctionne le conspirationnisme.